je vais continuer sur le mode de l'enquête policière et je vous propose, pour avancer sur le criminel, vous avez déjà joué au Cluedo? Ouais, c'est bien le Cluedo, hein. Donc on a des coupables, on a des armes, on a des lieux du crime. Alors on va laisser tomber les lieux du crime, mais en tout cas on va s'attaquer aux coupables. Et puis, tiens, je vais vous en présenter deux tout de suite, hein, parce que ces deux-là, c'est quand même... Voilà, alors, lui, c'est le politique. Je l'ai appelé Pogna, je vous expliquerai pourquoi. Lui, c'est Capital. Voilà, le loup-garou, le loup de Wall Street. Donc ces deux-là, on va bien se les prendre un petit moment parce qu'on a des choses à leur dire quand même. Et puis les autres, je vous les présenterai après. Alors donc, je vais d'abord accuser. Je t'accuse, toi, Pogna, avec la matraque, de vouloir assommer la démocratie dans les médias. Alors, toi, je te connais bien, je t'ai appelé Pogna parce que tu es le premier que j'ai rencontré, le premier politique que j'ai rencontré à distance dans ma vie de journaliste. Michel Poniatowski, ministre de l'Intérieur de Valéry Giscard d'Estaing de 1974 à 1977. Coucou, c'est moi. Et donc il avait été chargé, c'était le ministre de l'Intérieur qui était chargé de remettre au pas l'audiovisuel public. Donc il avait la matraque pour ça, il y allait, carrément. Et donc moi, en 1975, je sors de l'école de journalisme, et ben, comme quand j'étais petit, j'adorais la radio. Moi, j'avais mon transistor, et en fait, je rêvais d'une chose, c'était de causer dans le poste. Et justement, coup de chance, à l'école de journalisme, on avait comme prof le rédacteur en chef de France Inter, et à la fin de l'école, il prenait deux d'entre nous, et il les emmenait en stage à France Inter. Et à ce moment-là, 1975, c'est avant la crise, et donc un stage, si on se débrouille bien, c'est une embauche après. Et donc, qu'est-ce que j'apprends, moi? C'est que je suis pris pour aller à France Inter. Donc, trop content. Et donc, c'est le rêve de ma vie. Et donc, je me rappelle de mon premier matin de vie de journaliste. Il faisait un grand soleil, et j'arrive à la maison de la radio, je saute de joie, et je me dis, une carrière géniale s'ouvre devant moi. Je monte dans les couloirs, on était deux autres stagiaires, et là, il y a un monsieur qui nous fait « Venez me voir ». Alors, toi, Pogna, tu le connaissais bien, ce monsieur, parce que c'était toi qui l'avais nommé directement deuxième rédacteur en chef de France Inter. Parce qu'en fait, ils n'avaient pas assez confiance dans le premier, qui était un mec bien réac, mais pas assez au bottes. Voilà. Et donc, ils avaient été choisir un type qui venait de Minute, directement, et ils l'avaient mis deuxième rédacteur en chef de France Inter. Et c'est ce type-là, Jacques Perrier, qui nous dit « Venez me voir ». Bonjour, messieurs. A priori, pour moi, vous êtes des ennemis ici, car je considère que les écoles de journalisme sont des repères de gauchistes. Quand j'aurai le pouvoir tout seul dans la maison, et ça ne saurait tarder, je recruterai sur des critères uniquement politiques. Bon, maintenant, a priori, vous êtes des ennemis, mais on peut très bien s'entendre. Vous commencez par vous couper les cheveux, vous vous mettez une cravate, vous enlevez vos sandales. Bonne journée, à bientôt, messieurs. Voilà, ça c'est ma première heure de carrière journalistique. J'avais jamais osé rêver ça. Je me suis dit, mais pourquoi tu as choisi ce métier-là? Et c'était pas de la provocation. En fait, pendant les 3 mois qu'a duré mon stage, j'ai pas été gardé après. Ça s'est pas bien passé. Mais lui, hein, tous les jours, enfin pas tous les jours, mais tous les 3 jours, il appelait, il disait « Ouais, j'ai bien aimé le 13h d'hier, par contre, le 19h, il n'était pas terrible. Hein. Et puis pourquoi vous inviteriez pas machin ?» Et donc dans les réunions de rédaction, on disait ben, « Est-ce que Pogna a appelé aujourd'hui? Non, il n'a pas appelé, mais il aimerait bien. » Voilà, ça discutait de ça. Voilà, donc moi j'ai connu ça, Pogna. « Alibi, votre honneur. Je proteste. D'abord, je ne m'appelle plus Pogna, je m'appelle Manuel. Et je dois dire que j'ai complètement changé de méthode. Tout ça, c'est des méthodes ringardes. Bon, regardez par exemple l'affaire Leonarda. Vous n'allez pas prétendre quand même que c'est moi qui ai donné des ordres aux journalistes, parce que quand j'ai vu comment ils m'ont assassiné, j'en suis encore tout retourné. Bon, mais vous vouliez votre indépendance, vous l'avez, c'est plus moi, que je sois ministre de l'Intérieur ou Premier ministre, qui donne des ordres aux rédactions. D'accord, Pogna ou Manuel, je ne sais plus bien comment il s'appelle, bon, mais bon, c'est vrai. C'est vrai, il faut reconnaître que les méthodes que je vous raconte d'il y a donc à peu près 40 ans, elles ont plus cours aujourd'hui.
Donc on va dire que ce n'est pas toute sa faute ce qui se passe dans ce ballon qui est parti je ne sais où au plafond, que vous ne voyez même plus du coup. Bon. Voilà. Alors, si ce n'est pas lui, eh bien, par exemple, ça pourrait être lui, le loup de Wall Street, Capital. Capital qui veut brûler les médias avec le chandelier. Le chandelier, c'est la lumière, le spectacle, la com, la pub. La pub. Et oui, la pub qui est devenue dominante dans pas mal de médias, et c'est avec ça que Capital chercherait à nous dominer, à nous imposer sa loi. Il est complètement débile, ce mec. Il ne sait même pas comment ça se passe dans les rédactions. Dans les rédactions, les services de pub et les services rédactionnels, ils ne se voient jamais. Ils ne se connaissent même pas. C'est stupide, vos accusations. Bon, je dois dire qu'on a essayé quand même. Mais il y a trop de résistance. Cette histoire de pub, il y a trop de résistance là-dessus. Par exemple, il y a quelques années, l'Expansion a fait un méchant article sur Renault. Et Renault, c'était leur plus gros annonceur. Renault a enlevé tout le budget de pub à l'Expansion. Eh bien, est-ce que vous croyez que le journaliste il a été sanctionné pour ça? Même pas, même pas, même pas. C'est un désespéré. Donc nous, on n'attaque plus par la pub. Ouais, enfin là, c'est ce qu'il prétend, un Capital. En fait, c'est plus compliqué que ça, parce qu'il y a plein de détournements de la pub. Je sais pas si... Enfin, je suppose que vous n'achetez pas l'Express, vous. Mais quand vous achetez un numéro de l'Express, vous avez... Par exemple, cette semaine, vous avez 3 trucs en même temps. Vous avez Style, qui est un piège à pub, où il n'y a que des articles qui appellent la pub. Vous avez des suppléments culturels, etc. Donc, il y a tous les suppléments dans lesquels la pub s'engouffre allègrement. Et puis, en dehors de ça, il y a quelquefois des journaux aussi qui vendent non plus le contenu, mais le contenant. L'IB, ils sont très très forts là-dedans. L'IB, il y a quelques années, par exemple, ils avaient fait un numéro tout bleu, couleur EDF. Oui, mais on n'avait rien demandé en échange au niveau du contenu. Et d'ailleurs, on a continué après. 2 ans après, on a fait un numéro parfumé Chanel. Et le directeur de la rédaction, Laurent Geoffrin, il nous a félicités. Il a dit qu'on était un annonceur élégant parce qu'on avait refusé de changer, on n'avait pas changé une ligne au contenu du journal. Encore heureux, ils sont contents de ça. Bon, donc il y a pas mal de détournements quand même de la publicité. Un autre détournement sur lequel, à mon avis, on n'est pas assez alerté aujourd'hui, c'est toute la mode des partenariats. Je ne sais pas si vous remarquez le nombre d'événements culturels notamment, mais sportifs aussi, où il y a plein de partenaires médias. Alors, je ne sais pas, je prends un exemple, France Info est partenaire du Vendée Globe. Quand a lieu le Vendée Globe, vous avez en boucle des trucs sur... Et est-ce que vous pensez qu'un jour, vous allez entendre sur France Info, ouais, édition un peu décevante du Vendée Globe, ça marche beaucoup moins que l'année dernière? Évidemment que non. Donc toute cette politique des partenariats, c'est quand même une façon de faire re-rentrer la publicité dans les médias de façon détournée. Ouais, mais de toute façon, nous on en avait marre de chercher des moyens détournés. On a compris qu'il y avait plus simple, beaucoup plus direct. Le plus simple, c'est de payer des médias nous-mêmes. Alors on en a acheté plein des médias, on en a acheté plein. Et oui, Capital, il a raison. Il fait preuve de franchise, donc je l'accuse à nouveau, mais cette fois-ci, je l'accuse avec le revolver. Pourquoi avec le revolver? Ben parce que les plus grands groupes qui possèdent des médias sont en même temps les marchands d'armes en France. C'est une spécificité française. Hein, les 2 premiers, c'est le groupe Hachette Philippe Aki, qui est propriété de Lagardère, marchand d'armes. Hein. Alors Hachette Philippe Aki, vous avez quoi comme titre? Vous avez Paris Match, Europe 1, le JDD, voilà, c'est quelques-uns des titres. Et le deuxième, c'est la Sceaux Presse, propriété de Marcel Dassault, marchand d'armes également, pas de Marcel, excusez-moi, propriété de Dassault, marchand d'armes également, qui possède notamment le Figaro, mais qui possède pas mal de titres aussi. Voilà, et donc, ben oui, ce qui a changé fondamentalement depuis 30 ou 40 ans, ben c'est que se sont constitués des véritables empires industriels et financiers, parmi lesquels pas mal de marchands d'armes, qui ont pris le contrôle des médias. Oui, mais c'est vrai que nous, on est comme les loups, on a faim, on a faim, on a faim. On a bien mangé des titres, mais quand même, on est éthique. Et on mange des titres, mais on s'interdit de toucher au contenu. On est très éthique, on est très déontologique. Ouais, ça, c'est pas évident. Alors, il y en a même certains d'entre vous qui disent carrément les choses. Bernard Arnault, patron du groupe de luxe LVMH, quand il était propriétaire de la Tribune, il a déclaré « L'intérêt de l'actionnaire ne doit pas être mis en cause par un journal qu'il contrôle. Je me réserve le droit d'intervenir sur le traitement de l'information concernant LVMH, même au détriment du lecteur. »
T'es pas d'accord, Capital? Oui, mais ça, c'est pas grand-chose. C'est juste quand ça concerne notre image de marque. Et ça, c'est normal, on ne peut pas la salir. Mais sur tout le reste, on vous laisse une paix royale. Royale. Ouais, c'est plus ou moins vrai quand même. Moi, je me rappelle, par exemple, le JDD, donc propriété de Lagardère, le jour de l'élection présidentielle en 2007, il voulait publier un article disant que Cécilia Sarkozy s'était abstenue le jour du second tour. Et donc Arnaud Lagardère est directement intervenu pour demander à ce que l'article ne passe pas. Et bien ça, justement, ça prouve qu'on ne pense pas qu'à notre pomme, on pense aussi aux potes. Hein, on n'est pas des égoïstes, nous. Et Arnaud et Sarko, ils sont potes. Ouais, bien sûr. Vous êtes triste, vous ne croyez pas à l'amitié. D'accord, Capital. D'accord. Donc vous voyez que des interventions, il y en a. Il y en a beaucoup. C'est vrai que dans le film Les Nouveaux Chiens de Garde, par exemple, c'est montré par exemple qu'à un moment donné où il y a un accident sur le PR de Flamanville, propriété de Bouygues, eh bien entendu, TF1 n'en parle pas. Donc quand il s'agit notamment de l'entreprise ou du groupe qui possède un média, l'information sera soit tronquée, soit carrément absente. Mais quand même, effectivement, on ne peut sans doute pas dire que c'est uniquement Capital qui contrôle tout ce qu'il y a dans ce foutu ballon. Oui, quand même, parce que nous, on essaye des pressions, mais au fond, les journaux, ils pourraient résister. Alors moi, je vais balancer. Finalement, je vais dire que c'est Chef, le directeur de la rédaction, qui est le coupable parce qu'il censure ses journalistes. Alors ça, c'est Chef. Chef, le directeur de la rédaction. Alors lui, il va se draper dans sa dignité. Au secours, on m'assassine, on m'attaque. Moi, je défends la liberté de la presse. Et dès qu'on m'attaque, c'est la liberté de la presse qui est accusée. En fait, moi, je ne censure jamais les journalistes. Ce n'est pas moi qui leur mets la corde au cou. Voilà, c'est la corde de la censure. En fait, c'est eux qui n'ont pas d'audace et qui me proposent toujours des sujets plan-plan. Moi, je ne les censure pas, mais ils n'arrêtent pas de s'auto-censurer. Alors, voilà un nouveau coupable, le journaliste de base, plumitif, on va l'appeler. Et donc le directeur de la rédaction, il dit en quelque sorte, eh bien, finalement, c'est Plumitif tout seul qui s'auto-censure. C'est lui qui se met la corde. Qu'est-ce que t'en penses, Plumitif? Ouais, non, moi j'ai pas le sentiment. Jamais j'ai eu peur de publier un article et jamais j'ai renoncé à faire quelque chose parce que j'avais peur de mon chef. Plumitif, tu sais que c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Bien sûr, c'est vrai. Moi, j'ai jamais rencontré en 40 ans de carrière un journaliste qui me dit « Tu sais, j'aurais aimé proposer tel sujet, mais j'ai pas osé parce que j'ai peur d'être mal vu, d'avoir des... » J'ai jamais entendu ça. Mais c'est plus subtil que ça. Tu sais bien, par exemple, qu'à force d'être toqué, eh ben, on finit par plus faire de propositions. Ouais, Plumitif, il se souvient. Il se souvient, par exemple, qu'il y a 4-5 ans, il a été un des premiers journalistes à vouloir faire une grosse enquête pour dénoncer l'empire de Younous, le prophète du microcrédit encensé dans les médias, et qui en fait a un business très juteux. Il a fait une grosse enquête, et on lui a demandé de reprendre 4 fois son papier, et puis au bout de 4 fois, il n'est jamais paru, finalement. Alors effectivement, Plumitif, depuis, il ne fait pas preuve de beaucoup d'audace, ni de beaucoup d'enthousiasme. Ouais. Plumitif, qu'est-ce que tu as laissé traîner? Il a encore laissé traîner son outil par terre. Il a encore laissé traîner son outil de travail. Tu sais bien que tu dois l'avoir avec toi. Son outil de travail, c'est la déontologie. C'est l'outil indispensable du journaliste. Il y en a qui disent que c'est parce qu'ils ont oublié, ils laissent traîner la déontologie, qu'ils font tant d'erreurs et tant de dérives, les journalistes. Il faut que tu aies ta clé anglaise, il faut que tu aies ta déontologie avec toi. Ouais. Moi, j'y crois plus à la déontologie. J'y crois plus parce qu'en fait, elle oblige que nous, les journalistes de base. En fait, les patrons de presse, ils n'ont aucune obligation par rapport à la déontologie. Et ils n'ont aucune obligation de nous mettre en face les moyens nécessaires pour qu'on puisse faire une information de qualité. Moi, par exemple, l'autre jour, on m'a demandé de faire une enquête sur l'eau en Afrique en 48 heures et qu'il n'y avait pas plus de temps pour ça. À quoi vous voulez que ça serve, un code de déontologie, si j'ai 48 heures pour faire une enquête sur l'eau en Afrique? Alors moi, je m'en fous. La déontologie, j'y croirai quand elle obligera les patrons de presse
à s'y conformer et à nous donner des moyens en face. Voilà, donc ça ne serait pas non plus pour avoir oublié la déontologie que les journalistes seraient devenus des criminels. T'as aussi envie d'accuser quelqu'un, toi, hein, c'est ça? Oui, moi j'en ai marre qu'on nous accuse tout le temps parce qu'il y en a un dont on parle jamais, 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 et qui est bien planqué dans son coin. Bah, c'est qui? C'est le public. Si le public ne nous demandait pas de la merde, eh bien on ne ferait pas de la merde. C'est parce qu'il nous demande de la merde qu'on en fait. Voilà. Donc moi j'accuse le public, citizen, de vouloir de la merde. Alors le public, ça va être le petit chaperon rouge. Parce que, citizen. Parce que le public, il serait ambivalent comme le petit chaperon rouge. Vous savez bien que le petit chaperon rouge, il est très vertueux. Elle fait dans le social, en fait. Hein. Elle va amener des galettes à sa grand-mère grand. Aujourd'hui, elle serait rémunérée un chèque emploi-service. Hein. Service à la personne, service à domicile. Et quand même, le petit chaperon rouge et sa roche passaient dans les bois pour voir quand même si le loup ne traînerait pas par là. Et le public, on lui reprocherait la même chose, en fait. Il serait vertueux en apparence, il n'arrêterait pas de demander des choses saines, citoyennes, mais par derrière, il adorerait les trucs un peu... voilà. Alors, un primitif, qu'est-ce que t'en penses, toi? Et le petit chaperon rouge citizen? Non, c'est pas vrai. Nous, on demande des choses très sérieuses. Par exemple, on nous a interrogés dans le baromètre de crédibilité des médias. Vous savez, je vous ai parlé du baromètre de crédibilité des médias. C'est donc cette enquête qui est faite chaque année pour demander aux Français leur jugement sur l'indépendance des journalistes. Mais on leur pose d'autres questions. On leur demande, par exemple, s'ils trouvent qu'il y a des sujets qui ont été trop traités, ou pas assez traités. Alors nous, on a dit qu'on n'avait pas assez parlé de l'entrée de la Croatie dans l'Union européenne. C'est important, l'union de la Croatie dans l'Union européenne. Ben, dis donc. Ouais, c'est vrai que les citoyens, ils demandent des choses vachement sérieuses. Vous me faites rigoler, vous dites ça en apparence, mais je suis sûr que toi, dès que tu es dans la salle d'attente du dentiste, est-ce que tu vas lire des trucs sur l'entrée de la Croatie dans l'Union européenne? Non, tu vas te jeter sur le dernier gala pour lire les derniers épisodes des aventures de Julie et François, comme tout le monde. Oui, je le lis, mais c'est parce qu'il n'y a que ça dans la salle d'attente du dentiste. S'il y avait autre chose, je le lirais. Bon, c'est vrai que quand c'est bien écrit, quand même, c'est pas mal. Donc c'est ça la question, finalement. Est-ce que c'est parce que le public demande, finalement, des choses médiocres qu'on a des choses médiocres? Oui, moi je pense que c'est de la faute du public, parce que de toute façon, maintenant, avec toutes les études de lectorat, c'est les lecteurs qui ont le pouvoir, on leur fait exactement ce qu'ils veulent. Alors moi, j'en doute. On va en reparler tout à l'heure des études de lectorat. Mais quand même, si je regarde pas mal des médias qui ont connu le succès ces dernières années, bon, Mediapart comme Pure Players, 21 comme trimestriel en kiosque, en général, ils ont fait exactement l'inverse de ce que donnaient comme conseil les spécialistes du marketing. Et en gros, ce qu'on observe, c'est que très souvent, et vous devez connaître ça aussi, les gens qui osent faire un pas de côté par rapport aux prétendues recettes marketing, eh bien, ils trouvent un public. Donc moi, je trouve que c'est un peu facile de faire porter le chapeau au public, parce qu'il y a tout un public qui demande effectivement de l'info engagée, citoyenne, de qualité. Innocente. Bon, eh bien, on est dans la merde, parce que on a vu tout le monde. Ah non, 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 j'en ai encore un. J'en ai encore un. Excusez-moi, j'ai un... J'ai l'impression que je le connais, celui-là, mais je... C'est moi.